Bonjour, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 14 novembre 2019. Alors, raconte, je vous raconte ma journée, ma matinée d'hier, où j'ai été invité à prononcer un petit discours sur Henri Tranquille. Alors, je vous offre le contexte. Et après, je vais vous dire un mot sur Tranquille et je vais essayer non pas de retranscrire parce que mon discours de quelques minutes n'en était pas un d'improvisation. Je l'avais pensé dans ma tête, je l'avais macéré, j'avais établi ma ligne éditoriale auquel j'ai greffé quelques éléments que je pouvais juger amusants. Et ma chute, ma conclusion. Par contre, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et vous me direz, ce sont les choses que précisément vous avez envie d'entendre, toutes ces choses que je ne peux pas vous dire. Je suis d'accord avec vous. Ce qu'il y a de plus intéressant, bien souvent, on ne peut pas le dire. Ceci étant dit, alors je vous résume la matinée et je vous résume le pourquoi j'ai été invité par la Ville de Montréal. Alors voilà, près de la Place des Arts, il y a une esplanade qui s'appelle depuis des années l'esplanade Clark. C'est dans le centre-ville de Montréal et c'est à quelques pas d'où était située la célèbre librairie, la célèbre librairie, dis-je, d'Henri Tranquille. Alors, si vous faites un peu de recherche, vous savez qu'Henri Tranquille a exposé des dizaines et des dizaines d'artistes dans sa librairie, pour ne nommer que les plus connus. Mousseau qui a été son employé, Jean-Paul Mousseau, Bordua, Riopelle, Alfred Pellan, Mimi Parent qui a signé le manifeste Prisme Dieu avec Alfred Pellan quelques mois avant le manifeste Refus Global. Alors, si on analyse un petit peu dans le détail les aléas de la vie, je peux pas vous dire ce que ma femme est en train de faire. Ma femme, c'est une sorte de guerrier inimaginable. On va reculer un peu. Alors, tu restes là que je continue? Tu peux te mettre juste là derrière. Au moins, je vais pouvoir m'adresser à toi. Parce que tu sais, je me vois. Hein? Je vous parle, je me vois. Je vous cacherai pas à la longue. C'est comme si vous, chaque matin, vous parliez devant votre miroir. C'est un peu... Je vous invite à faire l'exercice. Hein? Demain matin, là, quand vous allez vous réveiller, prenez votre café avant, installez-vous devant votre miroir, regardez-vous droit dans les yeux et commencez vos tirades. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir comment ça agit sur votre cerveau. Alors, je reste bien concentré. Prisme Dieu. Mimi Parent, Alfred Pellan ont créé un manifeste qui est quelques pages, qui n'a pas eu l'importance du refus global. Bon. Alors, on avait invité, je reviens à ma cérémonie d'hier, qui avait lieu à la Société historique de Montréal, sur la rue Saint-Laurent. On avait recréé une immense pièce dans laquelle on avait recréé l'univers intellectuel, poétique, artistique d'Henri Tranquille. Alors, il y avait une bibliothèque, il y avait des livres, il y avait un écran géant où on le voit. Non, on ne l'entend pas, on le voit gesticuler, lui. On le voit, il gesticulait beaucoup. Personnage très animé. Les livres qu'il a aimés, les auteurs qui ont été importants pour lui. Une vraie belle installation. Beaucoup de travail, assez bien fait d'ailleurs, je dois dire. Et donc, on avait invité Yves Beauchemin, que vous connaissez, qui a écrit le Matou, qui s'est vendu à 1 million d'exemplaires. On avait invité Anaïs Barbeau-Lavalette, cinéaste qui a écrit La femme qui fuit, qui raconte les tribulations amoureuses et poétiques
de sa grand-mère, Suzanne Meloche, qui a écrit un recueil de poésie aussi. Il me semble-t-il aux éditions du Quartz. Mais il faudrait que je vérifie, mais il me semble. À moins que je... Ouais, là, ou à moins que ce soit les Herbes Rouges qui l'ont publié. Les Aurores, enfin, là, le titre m'échappe. Bon. Donc, Yves Beauchemin, Anaïs Barbeau-Lavalette, et Jean-Paul Germain, qui devait écrire un texte, qui devait lire un texte, a été pris, semble-t-il, dans un banc de neige. Ce qui arrive. Hein? Ce qui arrive, parfois, on est pris dans un banc de neige. Et c'est une dame dont le nom m'échappe, malheureusement, qui a lu le texte. Et moi, qui était invité comme libraire. Le tout était animé par Catherine Deléan. Alors, voilà. Alors, la mairesse Valérie Plante a fait un discours, a rappelé l'importance intellectuelle d'Henri Tranquille. Et après, ben, on a défilé les uns après les autres pour livrer notre témoignage. Bon, moi, je vais vous résumer ici, ou peut-être je vous... Ben, enfin, peut-être je vais vous dire ce que j'ai dit, grosso modo. Voilà. Comment moi j'ai connu Tranquille, n'est-ce pas? Eh bien, je ne l'ai pas connu comme libraire, car quand il a fermé sa dernière librairie en 1975, j'étais déjà quelqu'un qui fréquentait les librairies. Déjà, je commençais à fréquenter les librairies, j'avais 5, 6, 7 ans, tout au plus. Non, à 7 ans, à 8 ans déjà, j'y allais seul dans les librairies. Alors, je pensais ma vie à aller dans les librairies. Hein? Bon, ça, c'est ma vie, les librairies. Celle des autres et la mienne. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir visité sa dernière, qui était située sur la rue Mont-Royal. Il raconte, dans son livre d'entretien qu'il a fait avec Yves Beauchemin, que ça avait été une erreur d'avoir déménagé sa librairie, qui était sur Sainte-Catherine, et de l'avoir déménagé là, et que ça avait été une erreur parce que la clientèle n'avait pas suivi. Peut-être aussi les mœurs des lecteurs évoluent. Hein? Il y a des lieux de pouvoir, des lieux de micro-pouvoir que sont les librairies. Ça se déplace. Hein? Ça se déplace pendant quelques années. Une librairie va être très très courue. Et après, ben, quelqu'un d'autre va apparaître, ou quelqu'un d'autre va faire les choses autrement, va les faire différemment. Et le travail du petit commerçant, en particulier dans le domaine de la librairie, je vous dirais quasiment, là, c'est dans la hiérarchie des petits commerçants, le libraire, tout pareil qu'il soit de vertu quasi héroïque, d'abnégation, est en bas de la liste. C'est ça parce que c'est assez peu payant. Alors on fait ça parce qu'on est animé par une grande passion, une passion qui nous dépasse en fait, mais quelqu'un de véritablement ambitieux sur le plan financier ne peut pas aller dans la librairie, dans le monde de la librairie. Alors, il se trompe d'objets, là. Il peut aller dans d'autres domaines. Mais les petits commerçants, là où c'est assez terrible pour les petits commerçants, c'est que le quotidien, à chaque jour, il faut recommencer. À chaque jour, c'est tabula rasa. Ça peut être ennuyeux, ça peut être assez fastidieux. Et on dépend de tout, hein, de la situation économique générale, de la météo, de l'humeur des clients, des modes qui changent, des crises économiques. On dépend de tout. Et c'est un travail également très physique. On déplace des boîtes de livres, on déplace des cartons, on nettoie des livres. Il y a quelque chose de terriblement humble dans cette tâche-là. Mais le paradoxe, c'est qu'on travaille avec des objets qui sont chargés d'une immense signification symbolique. Alors là, c'est ça aussi qui est assez étrange, c'est le contraste entre une quotidienneté qui peut être assez pénible, assez fastidieuse, et en même temps, on est avec Goethe, on est avec Dante, on est avec Bukowski, on est avec Simone de Beauvoir, on est avec Rimbaud. Alors notre quotidien est traversé par des fulgurances, et les fulgurances alternent avec on passe la serpillière, on soulève des cartons. Alors, c'est transcendance
et sueur, ses transcendances et rapports d'impôts. C'est assez curieux ce mélange-là de dérisoire et de grandiose. Alors, je dirais qu'il faut avoir le coffre pour le prendre, parce que c'est... Si on n'a pas un bonheur à passer d'un état à l'autre, eh bien, je ne sais pas comment on peut faire ça. Et Tranquille, qui a exercé la pratique de libraire pendant 27 ans, a été au centre. Hein. Alors, il a vu les intellectuels, les poètes les plus importants ont fréquenté sa boutique. Je peux vous assurer aussi, fréquenter l'intelligentsia, c'est pas toujours de tout repos. C'est pas toujours de tout repos. Parce que ces petites bêtes-là, ce sont tous des créatures alpha. Ils ont des intelligences supérieures. Ils ont bien souvent des caractères qui peuvent être assez difficiles. Et nous, en tant que libraire, là, j'utilise le nous, on n'est pas toujours respecté à notre juste valeur, hein, dans le monde intellectuel. On n'est pas... Mais pourtant, si nous disparaissions, là j'inclus les libraires indépendants d'occasion et d'anciens, si nous disparaissions, ça serait vraiment le début de la fin de la civilisation au complet. Alors on ne réalise pas à quel point on est l'arrière-garde qui ne se rend jamais. Alors Tranquille ne se rendait jamais. Bon, voilà. Tranquille ne se rendait jamais. Tout ce que je viens de vous dire, là, je ne l'ai pas dit hier. Alors ça, c'est de l'inédit. Ce que j'ai dit hier, cependant, on va revenir à ce que j'ai dit. Parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le métier de libraire, c'est pas l'objet de la vidéo. L'objet de la vidéo de ce matin, c'est comment j'ai découvert Henri Tranquille. Voilà. Et c'est ce que j'ai dit hier. Ben moi, je l'ai découvert par ses livres. Voilà. Lesquels? Lettres d'un libraire, tome 1 et 2, paru chez la MEAC, si ma mémoire est bonne, c'est à vérifier. Lettres sur les lettres dangereuses, lettres sur les lettres, paru chez Bergeron, lettres sur les lettres dangereuses, la correspondance avec Henri Tranquille, et un autre livre d'entretien qu'a accordé Henri Tranquille. Alors moi, j'avais lu Lettres d'un libraire et Lettres sur les lettres. Ah, puis il y en a un autre aussi, dont le nom m'échappe, mais lui paru chez Guérin. Alors il a quand même fait 6 ou 7 livres de pure littérature. Et c'est par là que moi, je suis rentré dans l'univers de Tranquille. Je suis rentré dans son univers par l'écriture. Tranquille, c'était également un écrivain et un auteur. Mais vu son humble tâche et son humble mission dans la cité et dans les affaires intellectuelles, lui aussi, il enlevait des cartons de livres. Lui aussi, il balayait devant sa porte. Lui aussi, il était soumis. Mais là, par contre, là, j'ai un flash. Il était soumis. Ses frères d'armes, que ce soit Bordua, ou Riopel, ou Jean-Jules Richard, ou Jean-Paul Mousseau, étaient également dans la très grande précarité. Là, aujourd'hui, on a peine à croire. Bon, et dans ce temps-là, même les universitaires vivaient chichement. L'Église contrôlait les universités au Québec. Et c'était être prof d'université, d'abord, il fallait aller dans la lignée de la pensée catholique, d'une part, mais aussi on était dans le don de soi, dans l'abnégation. Les conditions de travail étaient très difficiles. Alors tout ce petit monde-là, intellectuel, vivait dans la précarité. Alors, qu'un libraire ait partagé leur sort, il n'y a rien d'étonnant à ça. Mais Tranquille a vu, et lui il est resté, bon, je ne dirais pas qu'il est resté sur les lignes de côté, mais presque, a vu l'émergence, la mise en place d'un corps professoral correctement constitué et correctement payé, avec des conditions de travail enfin acceptables. Alors c'est sûr aujourd'hui le contraste entre cette
nouvelle caste de clercs et les libraires, quels qu'ils soient, hein, tous les libraires de Montréal sont dans la précarité, que ce soit des livres neufs ou d'occasion, ou les deux parfois. Et tous sont dans la précarité, tous sont exposés aux aléas du marché, aux aléas du marché des modes. Bon, je vous ai dit déjà tout ça. Et il y a un immense contraste entre la condition économique d'un professionnel universitaire ou d'un professionnel enseignant au cégep et même d'un professionnel enseignant au primaire ou au secondaire et celle d'un libraire. Alors nous, on est resté, nous, l'arrière-garde, là, nos conditions sont demeurées précaires. Certains d'entre nous s'en sont sortis en devenant propriétaires. Mais ça, c'est pas l'objet. Ça, c'est encore une autre histoire. Il y a manière aussi, mais il faut être pas mal intelligent. Il faut comprendre que la cavalerie, elle ne viendra pas pour nous. On n'a pas de fonds de pension, on n'a pas de sécurité d'emploi, on n'a rien. Là. On est à zéro. Là. Alors, c'est sûr, bon, si on n'est pas envieux, ça va. Mais si on est dévoré par l'envie, ça ne va pas aller. Alors, Tranquille, existentiellement, partageait la même condition. Mais il n'a pas fait partie, concrètement, lui, dans sa vie privée, n'a pas fait partie des gagnants de la Révolution tranquille. Aujourd'hui, on en fait, on a donné un nom d'une place publique. On lui a donné la place Henri Tranquille. Alors, 15 ans après sa mort, tout à coup, les institutions l'ont validé, mais je vous dirais, ça lui fait une belle jambe à Tranquille. Il est mort depuis longtemps. Quand sa dernière librairie a fermé, en 1975, il avait 57 ans, ou 58, je suis allé vérifier. Alors, c'était encore un homme jeune. Il a eu une retraite active, l'ayant un tout petit peu fréquenté. Alors, je reviens à ce que j'ai dit hier, parce que tout ça, je ne l'ai pas dit non plus. J'avais 4 minutes. Hein. Alors, j'ai suivi les conseils de Fabienne Roch, mon épouse. Je suis arrivé sans notes. Alors, je n'avais pas de filet. Je savais ce que j'étais pour dire, mais j'ai pris le micro et j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais si je n'avais pas été limité dans 4 minutes, j'avais été dans un cadre hyper confortable, j'aurais autre chose que devant mon écran. Là, j'aurais peut-être... Mais là, il aurait peut-être fallu que je me censure aussi. C'est ça l'affaire. C'est ça la maudite affaire. Il y a des choses simplement qu'on ne peut pas dire. Alors, comptez pas sur moi pour que je vous les dise aujourd'hui. Mais l'idée, retenez l'idée là, sous-jacente. Là. Il n'a pas fait partie des gagnants de la Révolution tranquille. Retenez ça. Retenez ça. Et au début, il y a 30 ans, quand j'étais à constituer mon fonds pour devenir libraire, j'avais passé une annonce dans un grand journal de Montréal disant que je me déplaçais pour acheter des livres. Et je reçois un coup de téléphone, quelque temps après l'apparition de mon annonce, d'Henri Tranquille. Et là, moi, j'étais complètement... je dois vous avouer, là, je m'y suis rendu, le cœur battant, parce que, ayant lu tous ces livres, eh bien, pour moi, je ne rencontrais pas un libraire. Je rencontrais un écrivain. Et un redoutable lecteur. Quelqu'un qui avait un œil très aiguisé. Il savait reconnaître les choses. Alors, je me suis rendu chez lui. Et lui, il poursuivait d'une manière un peu... parce que, bon, c'est un homme qui a passé sa vie dans les livres. Alors, même une fois à la retraite, il continuait à être dans les livres. On lui soumettait des manuscrits qu'il lisait. Une grande générosité, là, lire des manuscrits. Hein. Il les corrigeait parfois, parce qu'évidemment, il savait écrire. Il fréquentait les librairies, il fréquentait les bibliothèques publiques. Dès qu'il y avait un événement où on pouvait le solliciter pour parler de littérature, pour parler du monde de la librairie, eh bien, il y allait, tranquille. Il y allait. Et on s'est retrouvés donc chez lui et nous avons discuté pendant plusieurs heures que de littérature. Et par la suite, et puis finalement, il y avait des livres à me proposer. On a tous les deux, j'ai conclu une petite transaction avec lui, mais tous les deux, au fond, on n'en avait rien à foutre. C'est un peu ça la vérité. On avait eu beaucoup de plaisir à échanger ensemble, ça. Ce
qu'était la passion de Tranquille et sur ce qu'est encore ma passion à moi, c'est-à-dire la littérature. Nous avions parlé de quoi? De trois auteurs. De trois auteurs pour lesquels on avait et qu'on a, nos auteurs de prédilection, Paul Léoto, Stendhal et Jean-Pierre Gay. Voilà, Jean-Pierre Gay. Jean-Pierre Gay qui a publié un journal en 6 tomes chez Pierre Tisser. Un journal qui doit faire chaque tome à peu près 250-300 pages. Faites le calcul. On n'est pas loin de... On est encore loin de Proust, mais on s'y approche. Et Jean-Pierre Gay, c'est un écrivain prodigieux. C'est un diariste prodigieux. Il a été également président de l'UNEC, l'Union des écrivains québécois. Et sa présidence a été extrêmement houleuse parce qu'il disait son fait à tout un chacun. C'est un personnage... Il est mort aujourd'hui, Jean-Pierre Gay. Il est mort... je pense qu'il est mort dans une grande pauvreté, dans la vie des lettres au Québec. C'est incroyable. Si on n'est pas prof, là, et plus on se consacre à son travail, et plus on est pauvre. Alors, plus on fait de la littérature ou de la poésie. Déjà, les poètes, au moins, les poètes, ils vendent des livres, mais dans le cadre de festivals, dans le cadre d'événements publics, où ils peuvent prendre la parole et proposer leurs ouvrages. Et on avait passé, donc, plusieurs heures, Tranquille et moi, à parler. Et après, j'ai fait partie de son cercle de lecteurs. Il lisait beaucoup. Je pense qu'il prétendait avoir lu 10 000 livres, ce qui est probablement vrai. Je ne sais pas où je suis allé chercher ce chiffre-là, mais il me semble que c'est autour de 10 000 livres. Et dans certains cas, il faisait des prélèvements, des passages qui lui avaient le plus plu, et sur sa machine à dactylographier, il transcrivait les passages. C'était un peu lourdeau parce qu'il n'y avait pas d'espace. Alors, c'était des feuilles, des fois 2-3 feuilles, chargées de son écriture. Mais ça respirait pas. Je me souviens que c'était... Moi, je lui aurais quasiment suggéré de faire un espace, un paragraphe, et même peut-être commenter, un petit commentaire. Ah non, c'était servi en bloc. Par contre, il y avait, au terme du paragraphe, on avait quand même l'indication de la page. Mais tout de suite, la ligne d'après, c'était l'autre passage. Et pendant un temps, il m'a fait parvenir ses lettres circulaires qu'il faisait parvenir à ses amis, qui étaient aussi des écrivains, qui étaient aussi des lecteurs. Et on pouvait, pendant un temps, donc, on pouvait après ça communiquer avec lui nos impressions sur ses lectures. Alors, il continuait d'être très actif. Et, je conclue là-dessus, il a entretenu une vaste correspondance avec beaucoup d'auteurs, beaucoup d'écrivains. Cette correspondance-là, elle est déposée au fonds d'archives à Sherbrooke, à l'université de Sherbrooke. Et je prétends, c'est comme ça que j'ai terminé hier ma plaidoirie. Ça ressemblait quasiment à ça, au fond. Eh bien, il serait peut-être temps qu'un éditeur aille voir, au fond, ce qu'il y avait derrière l'homme libraire, ce qu'il y avait derrière, au fond, ce qui était derrière l'homme libraire, l'homme public, qui était Henri Tranquille. Quelqu'un qui pratique l'art, quelqu'un qui est un épistolier comme lui, peut-être a-t-il un journal, ça je l'ignore, est un écrivain. Alors, pour moi, je vous dirais, le fait que Tranquille ait été un libraire, c'était secondaire. Dans mon imaginaire de jeune lecteur, petite vingtaine, qui a relu les lettres d'un libraire, je les ai lues à l'époque, je me souviens de les avoir lues 2-3 fois, et il n'y a pas si longtemps, oui, journal 1984, journal d'une année qu'il a publié, c'est chez Guérin, ça, 1984. Il va franchement, il annonce ses couleurs, c'est une écriture vive, rapide, incisive, parfois un peu tarabiscotée, parfois un peu surchargée, baroque, parce que son maître absolu, c'était Rabelais, en écriture. Et alors, il y a quelque chose d'inconvenant, d'énorme, d'exagéré, d'iconoclaste,
peut-être parfois un peu burlesque, un peu grotesque, un peu boursouflé, mais plein d'élan, plein de vie, plein de sève, plein d'originalité. Alors là-dessus, il est resté fidèle. Il est resté fidèle et ça m'a fait drôle hier de me retrouver sur une tribune avec les personnages, avec les personnalités publiques, pardon, que je vous ai mentionnées, et la mairesse Valérie Plante. Chacun me demande, on m'a demandé autour de moi, est-elle gentille, Valérie Plante? Écoutez, je ne peux pas imaginer un politicien qui n'est pas gentil. Je veux dire, c'est pas possible. Un politicien pas gentil, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Alors, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, oui, elle est gentille, comme tous les politiciens, peu importe leur allégeance, peu importe vos allégeances. C'est ça qui est troublant. On peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas, évidemment. Hein, on le voit apparaître sur les écrans. Ou on peut détester ses politiques aussi. Hein, c'est ça qui est le plus important. Et puis le rencontrer, et puis finalement être sous le charme. Et là, c'est un peu troublant parce que ces personnes-là, ces personnalités publiques-là, les politiciens en particulier, ce sont de très grands artistes. Et j'invite mes amis régulièrement artistes à envisager leur carrière d'artiste comme le font les politiciens. C'est-à-dire d'être capable de prendre des coups, d'être capable d'en donner. C'est dur la vie d'artiste, c'est extrêmement dur. Et d'être capable de continuer d'avancer. Vous croyez à un certain nombre de choses, et il y a des politiciens, c'est pas vrai là, qu'ils sont là juste pour leurs pommes, ce n'est pas vrai. Oubliez ça, là, c'est parce que vous n'avez rien compris si vous pensez ça. Ils sont animés par quelque chose que peut-être que vous ne comprenez pas. Mais assurément, c'est un travail impossible. Et c'est une terrible école d'humilité. Parce que tôt ou tard, ils savent qu'ils vont tomber, ils vont être vaincus dans l'arène. Leur dernier combat, ils vont le perdre. Et ça, là, quand on part, on se lance dans une carrière, dans un projet, ou qu'on obéit à une vocation, d'accepter, de monter dans le ring, ou de descendre dans l'arène, en sachant que vous allez vous retrouver dans les câbles, au tapis, ou en mordant la poussière. Mais vous allez y aller pareil. Ça, c'est le grand art de vivre, savoir mourir. Et entre-temps, on va faire ce qu'il y a à faire. On va lever des cartons, on va passer à la caisse enregistreuse, on va faire des vidéos, on va écrire des choses sur les réseaux. Vous savez, j'adore écrire, ceux qui me connaissent. En fait, je ne peux plus m'empêcher d'écrire. C'est une autre histoire. Peut-être qu'au fond, là, il y a le lien dès le début avec... au moins tranquille, c'était d'abord un écrivain. J'étais content de le dire. J'étais le seul à le dire. Je me demande si j'ai pas plus salué un frère d'armes en écriture qu'un frère d'armes en librairie. Je me pose la question. Je me suis posé la question hier soir, au fond. Qu'est-ce que j'avais vraiment en tête? Mais je vous ai dit un certain nombre de choses que je ne peux pas vous dire. Je vous invite à avoir l'oreille très très fine. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec lui. La Révolution tranquille, même si il a été un des... que sa librairie a été un avant-poste de cette révolution-là, il n'a pas été un des bénéficiaires. Voilà. Que la ville lui rende justice, c'est très bien. Je n'en dirai pas plus. Allez, merci. Oh, 30 minutes. Mais ce qui est bien avec moi, c'est comme tout le reste, vous n'êtes même pas obligé de m'écouter. Comme je l'écrivais aussi sur ma page, vous n'êtes même pas obligé de me lire. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. Je suis même rendu à voir toutes les réactions. N'importe quoi qu'on écrit, de toute façon, on ne peut pas ne pas être sur les plateformes. Eh bien, le lecteur. Quelle source d'embarras. Hein? Mais si vous ne pouvez pas vous empêcher d'écrire, et puis vous ne pouvez pas vous empêcher... Moi, je conclue là-dessus. Quand j'étais à Côte-des-Neiges, régulièrement, il y avait des jeunes qui me demandaient s'ils devaient écrire. À tous, je leur répondais cette réponse-là.
Si vous pouvez vous retenir, retenez-vous. Si vous ne pouvez pas vous retenir, allez-y. Mais si vous pouvez vous retenir, retenez-vous. Voilà. Merci. Bonne journée à tous.